Pour le MODEM, la parole est à Aude Luquet. Merci Madame la Présidente. Monsieur Spinetta, merci de votre présence et de votre présentation. Dans votre rapport, vous avez dressé un constat sévère mais néanmoins juste de l'état de notre système ferroviaire, à savoir le déficit de la SNCF, des infrastructures qui se dégradent, des performances insatisfaisantes. Face à ce constat, vous soulignez néanmoins les nombreux atouts du système ferroviaire français qui, si nous y mettons les moyens, a toutes les capacités pour se développer et affronter l'ouverture prochaine à la concurrence. Pour ce faire, vous invitez l'État à relever plusieurs défis. Le premier défi est celui de la modernisation du réseau. Les Français payent de plus en plus cher pour un service qui fonctionne de moins en moins bien. J'ai pu encore l'expérimenter ce matin en prenant la ligne R entre Melun et Paris. Depuis des décennies, les gouvernements ont favorisé le développement du réseau à travers l'extension des lignes TGV au détriment de l'entretien et du renouvellement des infrastructures existantes. La vétusté de notre réseau se traduit par des incidents et des retards qui se multiplient. Tout cela alors que l'État et les régions dépensent plus de 14 milliards d'euros par an en soutien public. Sur ce point, chacun reconnaît l'urgence de donner la priorité aux moyens sur les transports du quotidien. Le second défi est celui de la dette et de la réorganisation du groupe. Comme l'a évoqué Madame la Présidente, c'est une dette de près de 50 milliards d'euros, un déficit annuel de 3 milliards d'euros. Cet endettement n'est plus concevable en ce qu'il menace l'ensemble du système. L'organisation actuelle du groupe avec 3 établissements publics n'est lui aussi pas viable et doit évoluer vers davantage d'efficacité. Vous préconisez un groupement sous la forme d'une société nationale à capitaux publics. Pouvez-vous revenir sur les avantages que permet une telle transformation, notamment son incidence sur la dette? Cette question de la dette recouvre également celle du coût des dessertes à travers ce qu'on appelle les petites lignes. Vous l'avez évoqué, le Premier ministre a d'ores et déjà affirmé qu'il ne suivrait pas les recommandations de votre rapport. Malgré tout, ces fermetures vous paraissent-elles inéluctables? Quid de l'aspect écologique d'un transfert sur les routes? Le troisième défi est celui de l'ouverture à la concurrence et de l'organisation de la SNCF. Pour réussir cette ouverture, il est impératif de remettre à plat l'ensemble de notre système. Plusieurs pays d'Europe y sont déjà entrés de longue date. En Allemagne, l'opérateur national historique, la Deutsche Bahn, a conservé 80% des prestations et a augmenté ses fréquentations, mais sans pour autant améliorer la régularité de ses trains. En Italie, le prix des trains a baissé, mais l'état des lignes régionales a continué de se dégrader. Pour terminer, au Royaume-Uni, les tarifs ont bondi de 30% depuis l'ouverture à la concurrence, avec là aussi un réseau qui demeure vétuste et où les retards se multiplient. On le voit avec ces différents exemples européens, l'ouverture à la concurrence n'entraîne pas une amélioration mécanique des services. Selon vous, quels sont les écueils que l'État et la SNCF doivent éviter pour réussir l'ouverture à la concurrence? Je vous remercie. Comment on peut faire en sorte de ne pas reconstituer une dette insoutenable? Au fond, j'ai parlé d'une reprise de dette qui m'apparaît personnellement nécessaire. Je l'ai écrit dans mon rapport, donc je peux le dire ici. C'est au gouvernement de déterminer les modalités et le montant. L'objectif, me semble-t-il, c'est de créer une situation qui permet à SNCF Réseau, dans le cadre d'investissements au moins maintenus au niveau actuel dans la durée, et je pense qu'il devrait augmenter de l'ordre de 500 millions d'euros par an pour prendre en compte l'ensemble des priorités qui sont aujourd'hui pas encore suffisamment prises en compte. La reprise de dette devrait viser à ce qu'un équilibre des flux de trésorerie de SNCF Réseau, c'est-à-dire que SNCF Réseau ait, à travers les subventions et les péages dont il bénéficie, la capacité à financer l'ensemble des opérations qui doivent être conduites. Je crois que c'est possible. Le contrat pluriannuel entre SNCF Réseau et l'État prévoyait déjà et prévoit une forte amélioration progressive de la situation de SNCF Réseau, grâce à un effort de productivité de SNCF Réseau qui avait été en 2017 fixé à 1,2 milliard, 900 millions sur le fonctionnement, 300 millions sur les économies, sur les investissements. Je pense, et les gens de SNCF Réseau aussi, je n'ai inventé aucun chiffre, les chiffres viennent d'eux, qu'un effort supplémentaire de 200 millions d'euros est certainement possible. Alors comment faire en sorte, c'était de votre question, de ne pas reconstituer une dette insoutenable? Je crois que la structure de Société nationale à capitaux publics, qui, je le rappelle, a été la forme juridique de la SNCF pendant 45 ans, contraindra SNCF Réseau, mais en réalité c'est une contrainte qui pèsera plus, à mes yeux, sur l'État que sur SNCF Réseau, de ne pas avoir, s'agitant d'une société nationale à capitaux publics, mais sous forme juridique de société anonyme, un ratio entre sa marge opérationnelle et son endettement qui soit supérieur à un rapport de 5 ou 6. Et donc je pense qu'une fois que l'État aura fait l'effort d'une reprise de la dette, il faut en effet créer les conditions pour qu'on ne puisse pas reconstituer une dette irrécouvrable et non amortissable
comme c'est malheureusement probablement le cas, même certainement le cas aujourd'hui. Au-delà de cet aspect sur la dette, je pense que cette structure de Société nationale à capitaux publics donnera en matière de gouvernance des résultats meilleurs que ceux qui ont été enregistrés dans le passé. Il y a sur le réseau à grande vitesse, dont je pense qu'il doit être ouvert en open access et pas en franchise, et je répondrai sur une question qui m'a été posée sur ce sujet par monsieur. Je pense que les Anglais eux-mêmes s'interrogent régulièrement sur la pertinence de leur système de franchise. Il y a des rapports réguliers qui sont confiés en général à des lords qui montrent que ce système de franchise présente quelques inconvénients. Ils écrivent même beaucoup d'inconvénients, et notamment en ce qui recrée des monopoles sur une base régionale, par définition, même s'il y a une remise en concurrence régulière. Mais au-delà de ça, si la France devait, je ne préconise pas, je pense que ce serait une erreur, aller vers un système de franchise qui a par ailleurs quelques vertus, alors là, c'est l'éclatement pur et simple de la SNCF par définition. L'opérateur historique disparaît complètement, puisque un opérateur historique chargé d'assumer un ensemble de dessertes sur une base unifiée se substituerait, par mise en concurrence progressive et régulière et successive, des opérateurs qui feraient littéralement disparaître l'opérateur historique SNCF. Je pense que c'est une voie dans laquelle il ne me paraît pas souhaitable personnellement d'entrer. Je voudrais seulement réaffirmer, je l'ai déjà dit, mais pour que vous compreniez bien qu'il ne s'agit pas de rentabilité, ça n'est pas le sujet, je l'ai déjà dit. Il ne s'agit pas de savoir si ces lignes sont rentables ou pas. Elles ne sont pas rentables. Aucune d'entre elles n'est rentable. Aucune. 1 milliard de recettes commerciales, 4 milliards de coûts d'opération. On voit bien qu'on n'est pas dans le domaine de la rentabilité. Pour aucune de ces lignes, les petites et les grandes et les moyennes. Elles sont toutes au cœur du service public, et il faut assumer ce qu'est le cœur du service public, c'est-à-dire sa vie avec des subventions publiques, qu'elles viennent de l'État ou des régions. Le problème est de savoir, pardon d'insister là-dessus, est-ce que l'euro d'argent public est affecté sur cette petite ligne ne serait pas mieux utilisé ailleurs? Le bilan écologique de ces petites lignes n'est pas bon. Il n'est pas bon. C'est un mauvais bilan écologique. Ces petites lignes ne sont pas électrifiées, elles fonctionnent avec des motrices diesel, et ces motrices diesel ont un bilan carbone qui n'est pas bon du tout. Voilà. Mais ce n'est pas une raison pour les condamner. Elles peuvent et elles doivent être maintenues dans beaucoup de cas. Mais encore une fois, ce n'est pas le problème de la rentabilité qui est posé, c'est le problème de la meilleure affectation à l'intérieur du transport ferroviaire des concours publics qui sont décidés par les pouvoirs publics et par les régions. Je pense que j'ai dit sur SNCF Réseau pourquoi il me semblait qu'il fallait changer la structure juridique de l'entreprise. Pour mobilité, c'est un peu la même chose. Je pense que la gouvernance des établissements publics industriels et commerciaux n'est pas réellement adaptée à une activité industrielle et commerciale. Mais au-delà de ça, pour mobilité, ça avait été très justement souligné dans beaucoup de rapports, notamment le rapport de messieurs Pancher et Savary, c'est que la forme d'établissement public industriel et commercial de SNCF Mobilité n'est probablement pas en ligne avec ce que sont les obligations européennes. Sur le rôle dévolu à l'EPIC de tête, bon, il y a plusieurs organisations possibles. J'ai proposé de conserver un EPIC de tête. Je crois que l'EPIC de tête ou la société de tête est fondamentale pour réaffirmer l'unité du groupe ferroviaire. C'était l'esprit de la loi de 2014. Je pense que cet esprit doit être conservé, me semble-t-il.